Bienvenue sur Afrimotive. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un événement dramatique qui s'est déroulé presque avant même d'avoir commencé. Tout s'est passé incroyablement vite. Nous passons au crible les rapports sur une tentative de coup d'État militaire extrêmement rapide et très confuse qui s'est déroulée en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Cotonou, au Bénin. Une déclaration a été faite tôt le dimanche matin, 7 décembre 2025, mais elle a été immédiatement, et je dis bien immédiatement, suivie d'une contre-déclaration énergique. Cela a créé une confusion en temps réel pour tous ceux qui suivaient l'événement. Notre mission aujourd'hui est donc de faire le tri dans tout ce bruit afin de déterminer exactement ce qui a été annoncé, qui était derrière tout cela et quelles étaient les motivations principales pour remettre en cause l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Il est essentiel de vous donner le contexte, car il ne s'agit pas d'un incident isolé, loin de là. Il est vraiment impossible de parler de la crise au Bénin sans tenir compte du contexte régional. Je veux dire, cette tentative de coup d'État s'est produite quelques jours seulement après qu'un incident similaire ait secoué la Guinée-Bissau voisine. Cette tendance met en évidence une instabilité profondément inquiétante qui semble s'intensifier dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'ordre constitutionnel fondamental. Plongeons-nous dans la chronologie de ce qui n'a été en réalité que quelques heures dramatiques d'incertitude totale. Les événements ont débuté de manière très soudaine et très publique dimanche matin. Un porte-parole d'un groupe de forces de sécurité est apparu en direct sur la chaîne de télévision nationale, Bénin TV, la principale chaîne publique. Et ils ont fait leur déclaration. Le message central était sans ambiguïté. Le président Patrice Talon était démis de ses fonctions, littéralement destitué. Il s'agissait clairement d'une mise en scène politique coordonnée. Elle visait à choquer le système. Ils se sont présentés non pas comme des rebelles, mais comme la solution à ce qu'ils ont appelé les multiples dérives, les échecs persistants, les échecs du gouvernement Talon. Ils affirmaient qu'ils devaient prendre leurs responsabilités pour rétablir la stabilité et l'ordre. Ils n'ont laissé aucune ambiguïté quant à leur identité. Ils ont immédiatement formé un organe directeur qu'ils ont appelé le comité militaire de leur fondation, ou CMR, et ils ont nommé leur chef présumé, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Les mesures qu'ils ont immédiatement annoncées étaient à la hauteur de la gravité de cette déclaration. Leur cible principale était l'État constitutionnel lui-même. Le CMR a immédiatement annoncé la suspension de la Constitution. Si l'on regarde la chronologie, cette Constitution venait tout juste d'être adoptée. Et c'est là que cela devient très stratégique. La Constitution qu'ils ont suspendue n'avait été adoptée qu'un mois plus tôt, en novembre 2025. Waouh! En la suspendant immédiatement, le CMR signalait qu'il rejetait non seulement le président Talon, mais aussi tous ses efforts récents pour codifier sa légitimité politique à travers ces nouvelles lois. Il s'agissait d'un rejet total du système actuel. Au-delà du théâtre politique, des mesures concrètes ont été prises pour sécuriser le pays. Les mesures ont été conçues pour imiter une prise de pouvoir réussie afin de montrer leur contrôle au monde extérieur. Donc, fermer les frontières. Ils ont immédiatement fermé toutes les frontières terrestres et fermé l'espace aérien du pays, déclarant qu'ils contrôlaient désormais les affaires publiques. La fermeture des frontières est un signal militaire crucial. Elle vise à empêcher le président de fuir et à empêcher toute aide militaire extérieure immédiate. Ce qui est également important, c'est le langage qu'ils utilisent. Ils essaient de projeter une image de confiance. Même lorsqu'ils ont annoncé ces mesures anticonstitutionnelles, ils ont invité la population à vaquer paisiblement à ces occupations. Et ils ont essayé de rassurer la communauté internationale. Oui, ils ont pris soin de préciser que les droits de l'homme et les accords internationaux seraient respectés. C'est un message standard dans presque tous les coups d'État modernes. C'est une tentative pour atténuer le choc politique et économique immédiat. S'ils visaient une prise de pouvoir classique, leur message initial était, je veux dire, parfaitement adapté sur le plan opérationnel. Mais pour justifier une telle action, ils devaient convaincre la population d'un échec profond. Examinons donc les griefs spécifiques qu'ils ont utilisés contre le président Talon, car la liste qu'ils ont donnée pour ces multiples dérives était remarquablement détaillée. Il s'agissait d'une liste vraiment sur mesure, conçue pour toucher les points sensibles clés en matière de sécurité, d'économie, de cohésion sociale, etc. Et avant tout, ils ont mis en avant la sécurité. C'est souvent la principale justification des interventions militaires dans la région. Ils ont critiqué la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et cette critique est extrêmement puissante. Elle est directement liée à la crise plus large du militantisme qui s'étend depuis le Sahel. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, ont connu davantage d'attaques et de déplacements dans leur région nordique. Et lorsqu'un gouvernement civil ne peut pas protéger son propre territoire, l'armée y voit une raison morale et opérationnelle d'intervenir. Pour la CMR, c'était leur coup d'envoi. Passons maintenant de la sécurité physique à la sécurité économique. Ils ont cité la corruption rampante dans les marchés publics. Ils ont spécifiquement souligné l'attribution des marchés publics sans transparence. L'attribution de contrats publics sans aucune transparence, cela suggère qu'ils visaient directement le cœur de la frustration populaire, à savoir l'enrichissement des élites.
Lorsque les gens voient les ressources de l'État être distribuées par le biais de ces contrats opaques et non concurrentiels, cela crée un ressentiment massif au sein de la population. Et cela alimente le discours selon lequel le gouvernement ne sert que ses propres intérêts et non le peuple. C'est un grief classique et très efficace pour mobiliser les gens contre un régime. Et sur le plan politique, ils s'en sont pris aux lois adoptées par Talon. Ils ont critiqué le vote de ce qu'ils ont appelé les lois chrysogènes, c'est-à-dire les lois génératrices de crise. Ils ont également souligné l'exclusion totale des acteurs politiques dont les idées ne correspondaient pas à celles du gouvernement. Et ce terme, loi chrysogène, fait probablement référence aux changements constitutionnels et électoraux que le président Talon a fait adopter. Ceux qui ont restreint l'opposition, des mesures qui ont rendu plus difficile pour les opposants de se présenter aux élections ou qui ont relevé le seuil requis pour pouvoir y participer. Ils accusent Talon d'avoir réduit l'espace politique, d'avoir mis en place un système qui n'est démocratique que de nom. Mais c'est là que la liste des griefs devient vraiment intéressante et surprenante pour une déclaration militaire. Ils ont inclus cette critique sociale très spécifique. Ils ont cité la dégradation des conditions de vie non seulement du personnel militaire, ce à quoi on s'attend toujours dans une déclaration de coup d'État, mais ils ont explicitement mentionné les enseignants. Pourquoi les enseignants? Cela semble être un groupe non militaire très spécifique à pointer du doigt. C'est une décision vraiment calculée. Le fait de cibler les enseignants montre que les putschistes avaient bien préparé leur coup sur le plan politique. Eh bien, les enseignants sont souvent considérés comme la colonne vertébrale de la classe professionnelle. Ils sont très dispersés, influents dans leur communauté et souvent organisés en syndicats puissants. Ils essayaient donc de construire une coalition plus large. Précisément, en reliant le mécontentement de l'armée aux problèmes auxquels étaient confrontés les enseignants, le CMR essayait de rallier un soutien qui dépassait les casernes et s'étendait à la classe ouvrière urbaine. Il s'agissait d'un effort stratégique visant à justifier leurs actions auprès d'un public beaucoup plus large avant d'aborder la contre-attaque des loyalistes. Mettons en contexte le président Talon lui-même, car le timing est ici crucial. Il est au pouvoir depuis 2016. À quoi devait ressembler son avenir politique? Talon était un dirigeant sur le départ. Il devait quitter ses fonctions en avril 2026, tenant ainsi sa promesse de ne rester au pouvoir que 10 ans au maximum. Et il avait déjà désigné un successeur. Des sources indiquent que c'était le cas. Romuald de Wadagna était nommé dans une source. Le fait que cette tentative de coup d'État ait eu lieu, alors que le président sortant était déjà considéré comme un dirigeant impuissant, constitue donc une vulnérabilité critique que les comploteurs ont tenté d'exploiter. C'est ce moment de faiblesse perçue. Une période de transition politique connue sert souvent de feu vert aux éléments ambitieux de l'armée. Ils estiment pouvoir s'emparer du pouvoir avant qu'un nouveau dirigeant civil, potentiellement plus fort, ne soit en place. Ce qui donne lieu à ce conflit, car si la déclaration a été très spectaculaire et télévisée, les sources ont immédiatement commencé à faire état de confusion et de désaccord. Ce qui suggère que le coup d'État était mal coordonné ou qu'il a rencontré une résistance très rapide, il a été immédiatement contesté. Et la preuve la plus concrète que nous en avons vient de l'extérieur du gouvernement, de l'ambassade de France. Elle a publié un message de sécurité très sérieux à l'intention de ses ressortissants, leur demandant de rester chez eux car des coups de feu avaient été signalés près du camp Guézo. Et cela est significatif parce que ce camp est stratégiquement important, il est très proche de la résidence privée du président, cela confirme que les combats se déroulaient en plein cœur du pouvoir, c'est là que les récits divergent complètement. Alors que les informations faisant état de coups de feu affluent, des sources proches du cercle restreint de Talon nient immédiatement et avec force que le coup d'État est réussi, ils ont agi rapidement, très rapidement. Ils ont rapidement confirmé que Patrice Talon et sa famille étaient sains et saufs, et le langage qu'ils ont utilisé pour rejeter les comploteurs relevait d'une sorte de guerre psychologique. Ils ne les ont pas qualifiés de mouvement militaire, ils les ont appelés un groupescule. Un groupescule. Une petite faction insignifiante, c'est une façon de dire: vous avez gagné la bataille de l'image en vous emparant du mégaphone, mais vous avez complètement échoué dans votre mission opérationnelle principale, qui était de sécuriser le gouvernement. Précisément, ils ont cherché à minimiser la menace instantanément. Des sources loyalistes ont rapidement affirmé que l'armée régulière reprenait le contrôle, que Cotonou et le pays étaient totalement sécurisés, et que les putschistes étaient en fait encerclés à l'intérieur même de la chaîne de télévision, l'endroit même d'où ils avaient lancé leur annonce. Ce qui est fascinant ici, c'est cette déconnexion opérationnelle totale. Un groupe parvient à s'emparer de la télévision d'État, à diffuser une suspension de la Constitution, à annoncer la destitution du président, un geste politique majeur, mais il échoue complètement à sécuriser la capitale ou le président. La rapidité de la riposte suggère que les loyalistes disposaient d'une supériorité opérationnelle écrasante. Ils ont été capables de neutraliser la menace presque dès son apparition. Il semble vraiment que la CMR se soit concentrée sur l'impact psychologique plutôt que sur le contrôle tactique. Ce qui
qui a fait de ce coup d'État un échec retentissant. Si l'on prend du recul et que l'on replace cet événement éphémère dans un contexte plus large, cet échec rapide au Bénin s'inscrit dans un contexte très sombre d'instabilité en Afrique de l'Ouest. Toute la région lutte pour maintenir un gouvernement constitutionnel. Cet événement rappelle de manière frappante ce que certains observateurs appellent l'épidémie de transfert de pouvoir anticonstitutionnel qui balaye la région. Et nous avons noté qu'il a commencé quelques jours seulement après un coup d'État en Guinée-Bissau. Si le CMR avait réussi au Bénin, le pays aurait tragiquement rejoint cette liste croissante. Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger, Guinée-Bissau, tous les États de la sous-région sont désormais dirigés par des juntes militaires. Les sources soulignent que malgré la réputation de relative stabilité du Bénin, une réputation qui le distingue, il n'est clairement pas à l'abri de ses pressions internes. Les problèmes de sécurité dans le nord, les griefs liés à la corruption, ceci alimente l'instabilité dans tout le Sahel. Ainsi, la tentative d'intervention de l'armée, même si elle a été mal exécutée et de courte durée, montre que l'ordre constitutionnel est fragile partout. Même dans des endroits comme le Bénin, où une transition démocratique était censée être déjà en cours, les griefs exprimés par les comploteurs sont réels et régionaux, et cette vulnérabilité sous-jacente reste une préoccupation majeure pour tout le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, chers auditeurs? Nous avons vu cette déclaration de coup d'État spectaculaire retransmise à la télévision menée par le CMR et le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Elle était motivée par des revendications concrètes concernant des défaillances en matière de sécurité, l'exclusion politique et la corruption. Mais cette déclaration a été étouffée, neutralisée par les forces loyalistes qui ont assuré la sécurité du président et sécurisé la capitale. L'analyse finale synthétise donc cette double réalité. D'un côté, il y a la gravité de l'intention de suspendre la Constitution et de l'autre, la faiblesse organisationnelle apparente du groupe Pascal qui a tenté d'exécuter le plan. Il s'agissait d'une menace sérieuse qui a été écartée avant qu'elle ne puisse vraiment prendre de l'ampleur, mais elle révèle ces profondes fractures au sein de l'establishment militaire et politique du Bénin. Ce qui, vous le savez, soulève une question importante à prendre en compte lorsque vous analysez tout cela. Lorsqu'un gouvernement en place depuis longtemps, comme celui de Talon, déclare avoir désigné un successeur et insiste sur le fait qu'une transition en douceur est prévue pour les mois à venir, dans ce cas, avril 2026, cette période de transition n'est-elle pas intrinsèquement source d'instabilité? N'invite-t-elle pas à une contestation militaire, quelles que soient les intentions réelles du dirigeant de se retirer? Le statut perçu de canard boiteux d'un dirigeant en transition ne crée-t-il pas une cible à laquelle les forces ambitieuses ne peuvent résister? C'est là, je pense, la question centrale. Alors que l'Afrique de l'Ouest tente d'arrêter cet effet domino et d'assurer son avenir constitutionnel. Une question qui mérite réflexion. Nous continuerons à suivre les conséquences de cette instabilité dramatique, mais bref, à Cotonou, la situation au Bénin évolue d'heure en heure. Pour décrypter en profondeur ces événements complexes et ne manquer aucune analyse, abonnez-vous à la chaîne Afrimotive et activez les notifications. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage précis sur la crise, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour informer votre entourage. Vos réflexions sur ces événements sont les bienvenues dans les commentaires.